On a le plaisir d'accueillir ce soir Michel Bussy. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous. Indéboulonnable sur le podium des écrivains qui vendent le plus en France. Votre dernier livre est ici. Il s'intitule « Rien ne t'efface ». Il est publié aux Presses de la Cité. Et forcément, quand on dit « Rien ne t'efface », on pense à toi, Jean-Jacques. C'est bien parti à l'interview. C'est bien. Vous êtes content là? Il y a un clin d'œil manifeste à la chanson de Jean-Jacques Goldman. Comme Tout ça, à fait, c'est lui qui a oui. autorisé que je cite Rien ne t'efface. Ah, vous lui avez posé la question. Oui, par courtoisie, puis même, c'est normal. Ouais, Vous l'avez rencontré, Jean-Jacques Non, Goldman? je ne l'ai pas rencontré, mais enfin, il a accepté très gentiment tout de suite. Ouais. Je crois que vous avez une vraie affection pour ce chanteur. En tout cas, il y a comme des points communs peut-être dans la façon d'aborder une culture populaire. Ouais, il y a à la fois le côté générationnel, quoi. Évidemment, c'est le chanteur de mon adolescence. Et puis, il y a un côté, c'est vrai qu'il y a un côté culture populaire, quoi. C'est vrai que Goldman, il y a ce côté à la fois très discret et à la fois, peut-être le plus grand de sa génération, et tout en restant extrêmement discret. Donc, j'espère être un petit peu comme ça, c'est-à-dire faire preuve de discrétion, tout en travaillant pour. Mais c'est un peu le même métier quand même. Vous racontez des histoires. Chaque chanson de Goldman est une histoire. C'est un peu sa signature d'ailleurs. Oui, puis ce que j'aime bien chez Goldman, il y a un petit côté sous-estimé. C'est-à-dire quand on creuse ses textes, comme Patois par exemple, c'est des textes qui sont assez sublimes et elles passent comme de la variété. Et alors souvent de la variété, les textes sont assez faibles, quoi. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et j'espère effectivement dans mes romans, quand on les relit, on dit c'est un page turner, c'est un roman policier. Mais quand on les lit, finalement, il y a quand même peut-être autre chose à en trouver que simplement le roman policier. Ça vous chagrine ce côté peut-être variété, littérature populaire? Certains vous peuvent vous le reprocher, ça vous ennuie ça? C'est-à-dire que non, moi ça me chagrine pas. Ce qui me chagrine, c'est qu'on se dise parce que c'est de la littérature populaire, il n'y a rien à trouver dedans, c'est juste du policier qu'on va oublier. Je pense que là ça parle de maternité, ça parle de plein de choses, de réincarnation. Il faut attendre aussi. Et je pense que ces choses-là, elles sont tout aussi importantes et sérieuses que dans des romans qui peuvent apparaître plus sérieux. Alors, c'est votre 13e ou 14e ou 15e roman? Ouais, 15e, je crois. 15e roman déjà, en 10 ans, c'est vraiment fort. Alors, vous nous accrochez par le col, là, comme ça. Vous nous tenez dès la première page et jusqu'à la fin, on se dit mais non. C'est impressionnant. C'est vraiment le page turner, comme vous dites. Alors, l'histoire, ça commence au Pays Basque. C'est une femme médecin, m'a dit, elle ne se remet pas de la disparition de son fils, Esteban. 10 ans après, elle aperçoit un jeune garçon, Tom, sur la même plage où son fils avait disparu. C'est le parfait sosie de son fils. Elle va le suivre jusqu'en Auvergne, mais elle a beau faire des efforts pour rester le plus rationnel possible. La ressemblance est tellement frappante qu'elle est obligée de croire à la réincarnation. Et là, vous nous emmenez dans un terrain inconnu pour beaucoup et à croire des choses, comme le croit Madi, sur la réincarnation. Ouais. Vous y croyez, vous ? Pas vraiment, mais enfin, j'aimerais bien y croire. J'aimerais bien effectivement croire que comme ça, nous-mêmes, on laisse une trace à d'autres personnes, qu'on va revenir pour guider d'autres personnes. Et peut-être que je suis guidé par d'autres personnes. Mais c'est vrai que je suis un peu rationnel pour y croire. Par contre, c'est un très très bon terrain pour un roman, parce qu'effectivement, mon héroïne, elle est très cartésienne, c'est une médecin. Et puis elle va se mettre à croire à la réincarnation parce qu'elle n'a pas d'autre issue. Puis ce que j'adore dans les romans, c'est pousser l'inexplicable le plus loin possible, sachant qu'il y a toujours une explication rationnelle à la fin. C'est-à-dire, je ne vais pas m'en sortir par une pirouette en disant, voilà, c'est la magie. Voilà. C'est énervant d'ailleurs, les auteurs qui font ça, qui vous laissent en suspens en disant, voilà, c'est un mystère, ils se barrent. Ou alors, la saison 5 de Dallas. Les escroqueries. Quand Bobby se réveille, ça n'était qu'un rêve. Ouais, mais j'ai pas connu, j'étais trop jeune. Pardon. Oui, c'est ça. J'étais trop jeune. Ça refuse ça, effectivement. Donc, parce que je trouve que c'est assez sympa quand on fait plein d'hypothèses dans la tête, mais il y en a quand même une qui va être bonne. En tout cas, il y a une explication. Mais sur la disparition et le fait de voir l'être disparu, alors que l'idée vous est venue d'où? Parce que si on met la réincarnation de côté, il y a pas mal de gens qui perdent un être cher et qui ont le sentiment de le voir de façon fugace. À travers un regard, moi, j'ai connu une une dame qui n'avait pas vu son fils depuis des années et qui a cru le voir près de chez elle et ça lui a trotté dans la tête pendant des mois. Alors là, c'est une idée un tout petit peu différente. C'était l'idée d'un enfant qui ne vieillit pas. C'est-à-dire, au-delà de la disparition, c'est une maman qui revoit son enfant quand il a 10 ans. Alors son enfant a vieilli. Et se dit, mais c'est pas lui, puisque mon enfant, il a 20 ans, il est grand. Il devrait avoir 20 ans. Et là, c'est mon gamin, comme je l'ai connu il y a 10 ans. Et c'est de cette idée-là qu'est parti le roman. Et c'est vrai que ça peut nous arriver, pour ceux qui ont des enfants, de dire, tiens, c'est lui, non, il me rappelle vraiment mon gamin, il me rappelle vraiment mon gamin quand il avait 10 ans. Mais c'est pas lui, bien sûr, c'est pas lui. Pourtant, c'est quand même son portrait craché. Et quand vous trouvez comme ça un mystère,
Vous trouvez le mystère d'abord ou vous trouvez la clé d'abord? Bah, je trouve le mystère, puis j'essaie de trouver une clé. Mais si vous ne trouvez pas, vous êtes embêté. Bah, je n'écris pas le roman. Ah bah. Parce que je crois que vous voulez commencer par la fin, vos romans? Ouais. Enfin, je commence par le mystère, et puis après, j'essaie de trouver une fin pour me dire, mais comment je peux me dépatouiller avec un tel mystère pour avoir, comme un tour de magie. J'ai une idée de tour de magie, mais après, il faut trouver la façon de créer le tour de magie, de créer l'effet. Et une fois que j'ai le début et la fin, après, je dirais presque que je peux partir, voilà. Mais c'est vrai qu'on pourrait remonter de la fin du livre. Parce que donc, j'ai lu du début à la fin, comme on fait en principe quand on lit un livre. Mais maintenant que vous le dites, je serais presque curieuse de relire chapitre et chapitre à l'envers. Oui, parce qu'après, il faut trouver, enfin, quand on trouve une fin, il y a souvent un coupable, en tout cas, il y a quelqu'un qui va expliquer. Donc, il faut que cette personne-là, on ne trouve pas tout de suite, évidemment, dès la 3e page, qu'on dit, OK, j'ai tout compris. Donc, il faut effectivement arriver à construire un roman. Et là où je suis fier dans ce roman, c'est que je pense que la grande majorité des lecteurs ne vont pas soupçonner la personne qu'il faut soupçonner et ne vont pas non plus comprendre. Il y a une espèce de twist. Et, mais il y a le twist, il est il y a le twist, et les gens ne vont pas non plus. Lisa est tombée dedans. Mais oui, mais on tombe dedans, mais avec beaucoup d'intérêt, parce que c'est énormément documenté aussi sur la réincarnation, et c'est vrai qu'on a beau être rationnel, c'est toujours tentant de croire à des vies antérieures. Ne dites rien. Je ne dis rien, je dis simplement que sa spoilez documentation. Vous parlez par exemple de Ian Stevenson, et je trouve qu'on apprend aussi des choses dans ce roman, qui est un scientifique nord-américain et qui a énormément travaillé sur la possibilité de la réincarnation. Et vous m'avez appris un mot qui est la xénoglossie, xéno d'étranger, glossie de langage, quand des gens se mettent à parler comme une langue étrangère. Oui, qu'ils n'ont jamais appris, ouais. Mais oui, souvent c'est après un choc ou un accident. Oui, alors c'est assez phénoménal parce qu'effectivement, ça veut dire que c'est ancré dans une mémoire, d'une partie de la mémoire qui réapparaît sans qu'on ne sache d'où ça a été appris. Et c'est vrai qu'on sait bien que le cerveau a des espèces comme ça de trous de mémoire, au contraire, de trucs qui réapparaissent. Et c'est vrai que Stevenson, bon, j'ai lu ses bouquins, et c'est surtout des recueils de témoignages. En fait, c'est beaucoup de témoignages, alors en Asie, en Inde, mais pas seulement. Et souvent de famille, c'est-à-dire que souvent c'est l'enfant qui naît et le grand frère est mort, traumatisé. Et on est persuadé que l'enfant qui naît, c'est le grand frère réincarné. Alors vous imaginez un peu le traumatisme, le poids sur les épaules, mais Vous se réveiller avec l'accent belge quand on est à Paris. Qui est charmant d'ailleurs. Oui, non, mais enfin pour la personne à qui ça arrive, c'est quand même terrible. Alors là, il est question de la langue basque en plus, parce que vous mettez en valeur beaucoup de la géographie française. Et la langue basque, il n'y a que 50 000 personnes. Oui, c'est une langue très particulière, le basque, très difficile à apprendre, très difficile à prononcer. Et donc, évidemment, si on n'a jamais appris le basque ou on n'est pas né au Pays Basque, ça doit être assez difficile de se réveiller un matin en la parlant. Donc, du coup, ça rajoute à des mystères que j'aime bien, évidemment. Oui, parce que l'enfant que Madi va suivre connaît le basque alors qu'il n'est pas censé du exact, coup... il n'a jamais mis... Voilà. D'où la xénoglossie. Oui. J'adore. Et alors, ce genre de recherche, justement, pour aller de votre mystère, on l'a dit, à votre dénouement, ça vous prend des mois de recherche? Vous appelez des médecins? Vous renseignez comment? Non, je ne suis pas un auteur qui va aller chercher forcément la rationalité. Alors bon, je suis un ancien universitaire, donc du coup, je prends des livres, géographe, donc je prends des livres, des piles de livres, je lis. Bibliographie. Voilà, donc je suis plus à me documenter sur des livres que vraiment appeler des spécialistes, parce que les spécialistes, généralement, ils vous disent, bah non, c'est pas possible. Et ils vous cachent tout de suite, quoi. Alors le roman, on peut avoir quand même en disant, bah oui, tiens, je vais prendre telle théorie, et puis je vais la tordre un peu, ça va marcher. Et puis c'est vrai que Stevenson, par exemple, ce qui est génial, c'est que par exemple, que ces traces-là disparaissent. On dit bien qu'après 10 ans, généralement, les enfants ne gardent plus de souvenirs de leur réincarnation, et que ces fameuses marques de naissance dont on se dit qu'elles sont des traces, c'est pareil, elles disparaissent avec le temps. Donc du coup, ça donne comme ça une espèce de mystère supplémentaire. Alors là, ça y est, David... Non, moi je voulais savoir, vous avez dit, vous étiez universitaire et géographe, en quoi ça nourrit vos livres ? Bah, je pense peut-être dans la construction. Quand on est chercheur, ce que j'étais, c'est qu'il faut à la fois de l'imagination, parce que la recherche, c'est quand même de l'imagination, et beaucoup de rigueur, enfin de construction, de quelque chose qui est très précis, qui est très méticuleux. Et je pense que quand j'écris mes romans, il y a les deux. C'est-à-dire qu'il faut à la fois être quand même un peu imaginatif, penser à des trucs complètement fous, mais ce sont quand même des romans, ce genre de romans policiers, qui sont extrêmement précis. Tout est posé, tout est calculé. Comment vous faites d'ailleurs pour la mécanique? Vous mettez des post-it sur le mur? Vous faites comment? Non, c'est quand même plus artisanal que ça. Ouais. Et alors on a quand même maintenant des outils, les copier-coller, etc. Ouais. Moi, j'essaie d'avoir une mécanique la plus précise possible dans la tête. Et après, j'y viens. Et mais
vous faites pas partie de ces auteurs, en plus géographes, qui se déplacent pour aller étudier le terrain, se documenter. Alors attendez, parce que là, on va partir en Auvergne. L'essentiel du livre est en Auvergne, qui est une région que vous connaissiez bien, parce que vous avez passé une partie de vos vacances là-bas. Ouais, je passais mes vacances d'enfance en Auvergne. Et en plus, Colo, en enfance, donc c'est des souvenirs qui sont particuliers. Ouais, donc c'est un paysage que j'adore, que je me rappelle, qui en plus qui est assez mystérieux quand même. Enfin, on l'identifie tout de suite, quoi. C'est vrai que c'est ces espèces de volcans de pluie, ça n'existe nulle part ailleurs qu'en Auvergne. Alors c'est fabuleux parce qu'il y a toute une mythologie qu'on découvre. Franchement, ça donne envie de passer ses vacances en Auvergne, vraiment. Chérie, il y a surtout une gastronomie. Alors attendez, non mais c'est foisonnant. Mais non, mais les saucisses avec du fromage fondu, c'est important. Vous pouvez parler de nourriture. On a le tripou d'Auvergne. Donc vous nous faites une description, qui est plus ou moins appétissante d'ailleurs. Oui. Ouais, je vais pas tester le tripou, voilà. Non, vous l'avez pas testé, mais vous en parlez du tripou d'Auvergne. Alors, c'est préparé avec de la tripe de veau coupée, garni de morceaux plus petits de panse, roulé dans une panse de mouton et attaché avec du boyau. Attention derrière vous. Bon appétit. Il y a des tripous d'Auvergne derrière moi. Mais c'est important, les abats. Non, c'est important. Alors, dans la mythologie dont on parlait de l'Auvergne, il y a les volcans, il y a le soufre, il y a la fontaine de Froidefond qu'on appelle la fontaine aux âmes, il y a la galipote. Rien que les noms sont évocateurs. Et puis, il y a le village englouti sous le lac Pavin. Et le lac Pavin, on devrait voir des images. C'est un lac magnifique, magique, ensorcelant et qui fait très peur, notamment dans le livre. Oui, il fait vraiment très peur en vrai parce que c'est un lac, c'est la dernière éruption volcanique en France, donc il s'est effondré par le dessous. Donc c'est un lac qu'on dit presque sans fond, très très froid en bas, et extrêmement 100 mètres glacé. De profondeur, voilà, c'est énorme. Et donc c'est évidemment le mythe que si évidemment on plonge un cadavre là au fond, on n'est pas prêt de le retrouver. Et puis il y a ce côté un peu mythique, il y aurait un village englouti au fond du lac. Enfin c'est assez mystérieux quand même ce lac. Ouais. On découvre aussi le château de Murol, qui lui aussi a une silhouette assez inquiétante. Vous l'avez vu, vous, quand vous étiez enfant, ça vous a... Oui, je le connais forcément, parce qu'on est... c'est vrai qu'on est dans un coin qui est à la fois un peu effrayant, parce qu'il y a toujours ces pierres noires, un côté assez médiéval. Et puis d'un autre côté, c'est quand même des paysages qui sont doux, qui sont tranquilles, donc et ça change très vite. C'est-à-dire qu'il y a une météo un peu grise, un peu brouillardeuse, on est dans quelque chose qui est très effrayant. Puis dès qu'il fait beau, on randonne et on est pratiquement dans la campagne. Comme dans le livre d'ailleurs, parce que certains personnages sont d'une douceur, sont très pittoresques et drôles aussi, parce qu'il y a des passages humoristiques dans ce qui s'apparente à une enquête policière avec des personnages très hauts en couleur. Oui, je voulais ça à la fois d'un côté très humoristique, très burlesque, avec Nectaire, qui est mon enquêteur, qui Nectaire, et qui se trompe tout le temps. Et puis très vite, la météo peut changer. Très vite, on passe de l'humour à quelque chose de beaucoup plus dramatique. Ouais. Et puis, je voudrais qu'on voit aussi les grottes de Jonas. Bon, comme ça, je vous aurais fait la description. Mais franchement, c'est ce qu'on découvre avec vous, et c'est peut-être votre formation de géographe, mais ça donne à voir comme ça, on a vraiment des scènes en tête, des images. Alors, les grottes de Jonas, c'est encore un mystère géographique et historique, ça. Oui, c'est des habitats troglodytes, donc à flanc de falaise, comme ça, creusés, et depuis la préhistoire. Et donc, il y a eu même jusqu'à 500 personnes. Donc, c'est un immeuble, en fait, c'est un immeuble préhistorique, avec le four, la boulangerie, le mouroir, etc. Ouais. Et ça se visite évidemment encore aujourd'hui. Et donc ça fait évidemment, c'est des lieux qui peuvent vite foutre la trouille quand même, parce que visiter ça en plein hiver sans personne, alors que ça fait quand même 5-6 étages de hauteur, effectivement, ça peut vite être stressant. Donc c'est vrai qu'on trouve des lieux comme ça quand on est un romancier de suspense. J'adore m'appuyer sur des lieux réels pour créer comme ça des ambiances à la fois effrayantes, mais et aussi qui s'ancre dans le patrimoine français, dans des lieux qu'on peut visiter après. Vous dites foutre la trouille avec un grand sourire. Oui. Ça vous procure beaucoup de plaisir de faire peur à vos lecteurs? Oui, parce que moi, je ne fais pas du thriller. Enfin, il y a des tas d'auteurs que je connais très bien qui font très très bien du thriller. C'est-à-dire, c'est souvent des tueurs en série. C'est vraiment des choses qui sont vraiment effrayantes, où là, on se cache sous les draps. Moi, c'est pas vraiment des romans qui font peur. C'est-à-dire, il y a des meurtres, on a peur. Évidemment, un enfant qui disparaît, une mère qui essaie de le défendre. Ça fait peur, mais à la fois, c'est quand même des histoires de famille, c'est des histoires, c'est à la fois très drôle. Enfin, j'essaie toujours de trouver un ton qui est un ton assez romanesque et qui fait qu'on est entre la peur et l'émotion. Donc quand j'essaie de jouer plus sur l'émotion que vraiment sur le frisson. Est-ce que vos lecteurs vous écrivent? Vous avez des millions de lecteurs, il faut dire. Oui. Est-ce qu'ils vous écrivent et qu'est-ce qu'ils vous écrivent?
Oui, c'est la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a quand même les réseaux sociaux, C'est etc. trop, Donc on peut avoir des agrippent. C'est agréable parce que je pense qu'on a des retours. Et évidemment, s'ils vous écrivent généralement, c'est parce qu'ils ont bien aimé le livre. C'est assez rare qu'on se fasse insulter. Donc du coup, on a plutôt oui, mais on a plutôt des compliments. Donc c'est vrai que ça c'est très agréable parce qu'on se dit qu'on a bien fait d'écrire et de passer tout ce temps à écrire. Quoi. Vous les connaissez. Qu'est-ce qui un auteur, à travers ses livres, il laisse toujours échapper quelque chose de lui, même s'il fait que de la fiction, même s'il a une invention pas possible, que les lecteurs saisissent. Et c'est ça le contrat de lecture. C'est dire, moi je suis une lectrice ou un lecteur de Michel Bussy, et je suis Michel Bussy, et c'est comme ça, et je suis pas Musso, et je suis pas Lévy. Alors c'est quoi la marque de fabrique alors c'est quoi qu'est-ce qu'ils ont vu chez vous? Moi, je veux dire, quand on vend comme ça, comme moi, on va dire 1 million de livres par an, il y a évidemment ceux qui vont acheter le livre. Ah oui, ça calme. Il y a ceux qui vont acheter le livre en tête de gondole, comme ça, ils le voient, ils l'achètent, et ils sont plus ou moins fidèles, etc. Ils aiment bien. Vous avez ceux qui m'aiment plutôt bien, et puis vous avez vraiment un cœur de fans qui vont l'acheter souvent dès le jour de la sortie. Et eux, je pense qu'à la limite, c'est même pas forcément l'intrigue policière qui les intéresse, c'est une sorte de vision du monde. Je pense qu'ils partagent avec moi une espèce de nostalgie de l'enfance. C'est la façon dont je vois l'univers, les gens, dont j'ai de l'empathie pour les gens, qui correspond à leur propre vision des choses. Et ils se disent, je me reconnais dans ces mots, et puis peut-être qu'ils soulignent des mots. Enfin, ils se disent, ce livre a été écrit un peu pour moi. Voilà. Et il y en a d'autres qui vont aimer d'autres auteurs. Hein. Et je pense que si on n'a pas ce cœur de fan-là, on ne peut pas durer. C'est-à-dire, c'est ces gens-là qui vont offrir mon livre à Noël, qui vont se dire ça c'est mon auteur, je le défends, etc. Et ça c'est assez fascinant parce que c'est des gens que je connais pas. C'est comme l'amour, c'est une reconnaissance en fait. On reconnaît quelqu'un qu'on connaît pas, mais on le reconnaît quand même. Oui, c'est parce que mais moi aussi j'ai eu quand je lis des auteurs, j'ai eu des auteurs comme ça fétiches où je me suis dit oui, ce qu'il écrit c'est exactement ce que je ressens, ce que je pense. Mais vous avez écrit plutôt sur le tard quand même. J'ai écrit tôt, mais j'ai été publié sur le tard parce que j'étais universitaire, j'ai fait une thèse, etc. Je n'ai pas été publié tout de suite. Ouais. Et puis j'ai été publié dans un éditeur régional qui était très bien, mais évidemment, je n'avais pas de reconnaissance. En Normandie. Vous avez fait une thèse sur quoi? Sur la géographie électorale de l'ouest de la France. Ouais. D'accord. Donc c'est le spécialiste de la géographie des cartes électorales, en fait, pendant 30-40 ans. Oui, c'est la géographie politique. Là. Géographie politique, oui. Exactement. Ouais. Et sur ce côté ludique qu'il y a dans vos livres et qui plaît certainement à vos lecteurs, il y a peut-être d'un souvenir d'enfance, de lecture d'Arsène Lupin, je crois qu'il... Oui. Moi, mon premier roman qui m'a permis d'être publié, c'est une sorte de biographie romancée de Maurice Leblanc, qui s'appelait Code Lupin, qui était... J'imaginais que Maurice Leblanc avait caché dans les aventures d'Arsène Lupin un code secret et qu'on pouvait trouver un trésor en décryptant toutes les aventures d'Arsène Lupin, donc à la façon du Da Vinci Code, c'est une sorte de pastiche, et qui rendait hommage d'ailleurs à Maurice Leblanc qui a inventé ce genre-là, et puis c'est ce qui m'a permis d'être publié, et ensuite de publier mes autres romans. On parlait d'ailleurs tout à l'heure de la reconnaissance littéraire par ceux qui trouvent beaucoup de charme à Emmanuel Carrère, on dit ils vont faire la rentrée littéraire, et évidemment les page-turners, on les met de côté. Mais finalement aujourd'hui on reconnaît les Maurice Leblanc, on reconnaît les gens qui ont écrit Les Mystères de Paris, on reconnaît les Alexandre Dumas, tous ceux qui faisaient des feuilletons ultra populaires au 19e siècle, on les reconnaît comme des génies littéraires, y compris Jules Verne. C'est peut-être ce qui vous attend quand vous serez mort, mais ça vous attend peut-être. Mais comme il y a une réincarnation... Oui, il y a une réincarnation. Voilà. En fait, je suis Maurice Leblanc réincarné. C'est possible. Non, mais vous y pensez ou pas? Vous vous dites, bon, la reconnaissance, ça peut venir immédiatement par le nombre de lecteurs, mais la reconnaissance littéraire, elle peut venir dans 50 ans, peu importe. À vrai dire, j'en sais rien, mais si on prend l'exemple de Maurice Leblanc, c'est intéressant parce que lui, il croyait pas du tout à la postérité. Il pensait qu'il avait raté sa carrière, qu'il aurait voulu être Flaubert, qu'il écrivait le Lupin, et que ça serait oublié. Et d'ailleurs, tout le monde lui disait. En fait, 110 ans, 120 ans après, Lupin est toujours aussi célèbre, Maurice Leblanc se vend, donc il en serait sans doute le premier surpris. Par contre, à son époque, il y avait des tas d'autres qui écrivaient Fantomas ou d'autres, qui étaient très célèbres, complètement oubliés, illisibles aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui fait qu'un romancier populaire va passer le temps, que d'autres vont être oubliés? C'est très curieux, c'est une forme d'écriture. Donc je ne sais pas, moi, si je ferai partie de ceux qui vont rester ou de ceux qui seront oubliés. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque génération, il y a des romanciers populaires qui restent et qui resteront.